2010, l'équipe de France touche le fond. Une Coupe du Monde catastrophique, des tensions internes. Nicolas Anelka exclu du groupe, la une du journal L'Équipe. Ribéry en claquette chaussette sur le plateau de Téléfoot. Et puis cette image qui va faire le tour du monde à Naïsna, donc en Afrique du Sud. Un bus avec à l'intérieur des joueurs refusant de descendre à l'entraînement. Pendant des semaines, la France entière va parler de ça, les politiques, les éditorialistes, les chaînes d'infos en continu. On ne parle plus seulement de football, on parle de patriotisme, de comportement, d'identité nationale. 16 ans plus tard, le documentaire Le Bus, Les Bleus en grève, disponible sur Netflix, replonge dans cette séquence qui a profondément marqué l'histoire de l'équipe de France de football. Qu'est-ce que cette affaire dit de la société française à l'époque, et peut-être encore aujourd'hui, parce qu'après Naïsna, il y a eu une reprise en main brutale de l'équipe de France. Il fallait chanter la Marseillaise, ne plus porter de casque sur les oreilles, être exemplaire, être discipliné, et beaucoup ont eu le sentiment qu'au-delà du fiasco sportif, certains joueurs, souvent noirs, souvent issus des quartiers populaires, ont porté seuls la responsabilité d'un désastre collectif. Alors Naïsna était-il seulement un scandale sportif ou le révélateur d'un malaise beaucoup plus profond en France avec son équipe nationale? On en parle avec mon collègue Amine Snoussi qui va nous faire une chronique, et on est également avec le journaliste Tidjani Mbo qui travaille entre autres pour Winamax et pour l'équipe, et on va parler de tout ça dans un instant, mais d'abord ça va être la chronique d'Amine. Bonjour Cyril, bonjour Tidjani. Du coup, oui, Netflix a diffusé en mai un documentaire sur Naïsna, Le Bus, les Bleus en grève. 16 ans après, on rend enfin un peu d'humanité à des mecs qui ont été lynchés pendant des années. Patrice Evra, William Gallas, Bakary Sagna, tous là pour raconter leur malheur. Et Raymond Domenech, qui partage son journal intime rempli de colère et de haine envers ses propres joueurs de l'époque. Mais voilà, Netflix omet l'essentiel, selon moi, de cette question. Pourquoi ce lynchage a été possible? Pourquoi les joueurs racisés ont été la cible de cette violence? Comme souvent, dès qu'il s'agit de personnes non blanches en France, il faut chercher la réponse dans l'héritage colonial. L'héritage colonial, Amine, pourquoi tu fais ce lien? La France n'a pas inventé une ségrégation sportive, pour être très clair, comme les colonies anglaises ou américaines l'ont fait clairement, entre une séparation blanche et noire, mais elle a construit, à travers la presse, un imaginaire racial du champion noir, un stéréotype qui perdure jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que montre l'historien Timothée Jobert dans son ouvrage Champion noir, racisme blanc. Le joueur noir est présenté comme supérieur physiologiquement, avec de l'instinct, de l'endurance, mais indiscipliné et individualiste. C'est une forme de racisme plus insidieuse. En 2014, à l'époque, coach des Girondins de Bordeaux, Willy Sagnol le disait tranquillement sur France Bleu, le joueur africain typique était pas cher, prêt au combat et puissant. Quand les médias en 2010 décrivent Anelka comme ingérable ou imprévisible, ils ne font que réactiver un schéma colonial vieux de 100 ans, et ça marche parce que c'est facile à croire. Vous n'imaginez pas Antoine Griezmann ingérable, mais Cherki ou Kamavinga, pourquoi pas. Ensuite, il y a un contexte politique, le mythe du black blanc beurre. Après 1998, toute la classe politique s'engouffre dans ce récit. L'équipe de France comme preuve vivante de l'intégration réussie. Claude Barthelone, à l'époque ministre de la Ville, disait « Cette équipe donne envie aux gens de chasser leurs idées racistes ». C'est assez révélateur, cette séquence, parce que la diversité des joueurs n'est pas célébrée, elle est instrumentalisée pour rassurer. Les joueurs racisés sont acceptés conditionnellement. Tant qu'ils gagnent, ils représentent un argument républicain de réussite de l'intégration, mais dès qu'ils dévient, la sanction est immédiate. Et comment ça se voit médiatiquement? C'est là que ça devient intéressant pour nous, parce que l'équipe publie à sa une les insultes supposé d'Anelka et titre mot pour mot ce qu'il aurait dit à Domenech. La une fait l'effet d'une bombe pour Anelka. D'un jour à l'autre, il devient un symbole surexploité politiquement. La droite ne cesse d'utiliser des termes qu'on retrouve maintenant souvent dans les discussions. Racaille, caïd. L'extrême droite parle même d'un apartheid au sein de l'équipe de France. Pourquoi les journalistes ont cru sans chercher plus loin? Parce que c'était facile à croire, c'est ça le problème. Et parce que peut-être le moment le plus important de ce documentaire, c'est le sélectionneur de l'époque qui dit que pour lui, démentir ou mentir n'avait pas d'importance. C'est sa citation. C'est une forme majeure de privilège de pouvoir, dire ça. Domenech s'est tu pour que la presse puisse se dire, s'il y avait un moindre doute, le coach aurait démenti, la fédération aurait démenti. Son silence est une forme de validation, alors que lui-même dit que ces insultes n'ont jamais existé 10 années plus tard. C'est une séquence d'une violence extrême pour Anelka, mais crée aussi un traitement médiatique qui va rester inscrit dans les codes français. On le verra plus tard avec Karim Benzema, ou encore plus récemment avec Ryan Cherki. Et ce traitement médiatique t'a fait penser à une autre affaire, Amine? Oui, c'est drôle d'ailleurs, parce que Netflix a documenté exactement la même mécanique aux États-Unis la même année. Les Jailblazers, une équipe de la NBA presque exclusivement noire, brillante sur le terrain, mais criminalisée régulièrement dans la presse. Les 3 joueurs stars sont des fêtards avec un jeu plutôt agressif sur le terrain, et ça suffit à faire peur à la ville de Portland, qui est
très très blanche. Le surnom Jail Blazers est forgé par la presse locale. Pourquoi ? Pour une liste d'infractions qui, dans sa majorité, c'était des délits de possession de cannabis. Le genre d'affaires qui n'aurait jamais fait la une si les joueurs avaient été blancs. En 2015, la chercheuse Cynthia Frisbee, spécialiste de la communication et du journalisme de l'Université du Missouri, a examiné 155 articles de presse et a trouvé que 66% des histoires criminelles concernaient les athlètes noirs contre 22% seulement pour les athlètes blancs. Et dans ces articles-là, 53% des articles sur les athlètes noirs avaient un ton négatif contre 27% seulement pour les athlètes blancs. Et Netflix, dans tout ça, pourquoi Netflix évite cette question raciale ? C'est curieux parce que dans le documentaire sur les Jail Blazers, cette question raciale est largement discutée. Netflix arrive 16 ans après avec de la bienveillance, pour le coup, dans ce documentaire, et réhabilite des hommes. Patrice Evra, on le voit très émotionnel dans ce documentaire, on entend le témoignage de William Gallas, mais en réduisant Nisna à une crise de management, ça efface l'essentiel, à savoir le racisme structurel. C'est ce qu'on ne dit pas, mais qui est un peu abordé. Bakary Sagna pose une question à un moment donné. Quand on perd, c'est qui qu'on pointe du doigt ? Quand on gagne, c'est les blacks blancs beurre, mais quand on perd, c'est souvent les personnes noires. Merci beaucoup, Amine, pour cette chronique. On va maintenant discuter avec toi, Tidjani. Justement, Amine, dans la chronique qu'il vient de faire, nous dépeint justement le contexte un peu racial de ce traitement de cette affaire-là. Après Naïsna, dans cette équipe de France majoritairement noire ou issue de quartiers populaires, on s'est rendu compte que ça devenait un problème plus politique qu'un problème simplement de sport. Oui, c'est ça qui rend en fait cette affaire aussi passionnante et c'est pour ça aussi qu'elle traverse les époques, parce qu'on parle quand même de quelque chose qui a eu lieu il y a 16 ans maintenant. Donc évidemment là, on est dans un contexte de Coupe du Monde, donc ce documentaire qui arrive un petit peu pour se vendre mais il y a quand même une réalité, c'est que le tableau qu'on avait à l'époque, en fait, il est toujours valable aujourd'hui. J'ai même envie de dire peut-être encore plus d'actualité, parce que vous avez l'instrumentalisation du sport par la politique. À l'époque, ça c'est toujours bien présent aujourd'hui. Le traitement médiatique par un biais plutôt sensationnaliste aussi, c'est quelque chose qui s'est accru avec le temps. Et puis il y a évidemment cette remise en question de l'équipe de France de football comme étant, je dirais, une incarnation ou une représentation fidèle de la nation. Et ça, c'est pareil, c'est des thématiques qu'on a aujourd'hui de plus en plus avec ce clivage politique qui tend vers les extrêmes et qui fait que aujourd'hui, il n'y a plus de mesure et ouais, les incompréhensions, on les ressent encore aujourd'hui. Dans le documentaire, il y a justement, on voit les journalistes de l'équipe qui avaient fait cette une, dont on apprendra plus tard, voilà, que les propos d'Anelka n'étaient pas réellement ceux-là. Le rôle des médias, justement, dans la perception qu'on a de ces joueurs, est-ce que parfois il y a une remise en question qui devrait être nécessaire? Et dans ce documentaire, on a l'impression que l'équipe, en tout cas les journalistes qui parlent, pour eux, il n'y a pas de problème. Après, je ne sais pas ce qu'on a gardé, ce qu'on n'a pas gardé, mais en tout cas, de nous, ce qu'on voit dans le documentaire, ils ne reviennent pas sur cette une qui a fait la polémique et qui a dressé ensuite un portrait assez négatif de cette génération-là. Oui, mais finalement, j'ai pas l'impression que beaucoup de personnes aujourd'hui soient dans la remise en question. Et j'ai même presque envie de dire, la vocation de ce documentaire, pour beaucoup, c'est un petit peu une réhabilitation. On a parlé des joueurs juste avant. Alors évidemment, sur la question raciale, leur avis est audible et il faut savoir le considérer, parce qu'en plus, ils sont à l'intérieur d'un système et ils en ressentent tous les travers, tous les excès. Mais l'ensemble, en fait, a été emporté. Les joueurs, parce qu'ils étaient coupés du monde. Les médias, parce que dans une Coupe du Monde, on cherche à vendre, et ça reste quand même la vocation d'un média, et d'autant plus aujourd'hui avec le modèle économique des médias qui évolue. Et au niveau politique, la récupération aujourd'hui, avec encore une fois des discours qui tendent vers la radicalité, en fait, on se rend compte qu'on est toujours dans cette logique. Donc maintenant, en fait, ce sont des problèmes en fait qui sont profonds et qui dépassent le cadre du sport. Et là, encore une fois, on est dans une récurrence entre la société et le sport, et en quoi le sport peut régler certains problèmes de société ou pas. Et le décalage qu'il y a en termes de code et de culture avec ce qu'est l'équipe de France sociologiquement et ce que peut-être certains aimeraient qu'elle soit, ça on le ressent encore aujourd'hui. Moi je me souviens à l'époque de Jean-Marie Le Pen qui a toujours contesté la multiculturalité de cette équipe de France, même un Georges Frêche qui était pourtant étiqueté PS, qui en 2006 évoque une équipe de France où il y a trop de noirs. Donc ça en fait, ce sont des choses qui existaient déjà à l'époque.
Maintenant, aujourd'hui, je pense que ce serait démultiplié avec ce que sont la caisse de résonance des réseaux sociaux et puis aujourd'hui, peut-être le côté symbolique du sport qui a encore plus progressé. Amine, tu avais une question? Oui, je voulais te demander, parce au tout début de ton intervention, tu disais ces problématiques qui sont peut-être encore plus importantes aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose dans ta couverture que tu vois de plus en plus ? Par rapport à quel aspect ? Par rapport à l'aspect du traitement raciste des joueurs. Est-ce que on a fait une émission ici avec un collègue à toi, notamment dans le traitement de Vinicius Junior. On pourrait même parler du traitement de Kylian Mbappé très régulièrement. Donc c'est quelque chose que tu vois de plus en plus ? En fait, c'est quelque chose que je ressens, mais autant par rapport aux origines ethniques qu'aux origines sociales. Et moi, j'aimerais bien insister là-dessus, parce qu'évidemment, la facilité, ce serait aujourd'hui de pointer d'abord la discrimination raciste, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs noirs qui sont concernés à l'époque, on parle de Nicolas Anelka notamment. Mais pour moi, c'est d'abord une discrimination sociale, parce que quand on parle de racaille, quand on parle de caïd, ça ramène d'abord à votre milieu, à votre lieu d'habitation, à votre quartier d'origine. Donc pour moi, la discrimination, elle est d'abord sociale, et ensuite, par extension, il y a un amalgame qui est fait par rapport aux origines ethniques et religieuses de ces joueurs-là. Le contre-exemple ou l'exemple, c'est Franck Ribéry. Franck Ribéry est blanc. Mais Franck Ribéry est musulman. Et pourtant, il a été dans l'œil du cyclone, donc on ne peut pas parler, là, proprement dit, de racisme ethnique. Cet un racisme par rapport à ce qu'il incarne sur sa religion et sur son milieu d'origine, il est absolument incontestable. Et l'autre symbole un petit peu de cet amalgame, c'est qu'en fait, des joueurs comme Samir Nasri ou Karim Benzema, qui n'étaient pas là en 2010, sont systématiquement rattachés dans l'esprit des gens à cet épisode. Et là, on est obligé, par contre, de faire le lien avec le critère d'origine ethnique. Oui, Samir Nasri qui dit dans une interview, d'ailleurs, suite à la sortie de ce documentaire, qui dit que les gens l'appelaient, et lui, à cette époque, en étant persuadés qu'il était là, qu'il était à la Coupe du Monde, alors qu'il n'était pas sélectionné. Effectivement, il y a ce grand fantasme de beaucoup de gens sur le fait que ces joueurs étaient présents, et notamment quand on parle de religion et des joueurs, j'ai été très surpris... je crois que c'est cette semaine, que sur CNews, bon après c'est pas très surprenant, c'était sur CNews, mais que le journaliste Pascal Pratt en l'occurrence se félicitait que des joueurs de l'équipe de France affichent leur religion, notamment chrétienne pour le coup, il avait cité quelques-uns, et je me suis dit à ce moment-là, est-ce que si un joueur, justement, affiche clairement sa religion musulmane, à mon avis, on s'en féliciterait pas autant, en tout cas sur ces chaînes-là, et ça pose d'ailleurs souvent polémique, parce que suite à 2010, on a vu un changement, je le disais tout à l'heure en introduction, une manière radicale de mettre les joueurs au pas, il fallait les remettre de l'ordre, de la discipline, chanter la Marseillaise. Il va y avoir l'épisode les années Laurent Blanc avant les années Deschamps, et dans ces années Laurent Blanc aussi, les joueurs d'origine ou avec une religion différente de la religion chrétienne, en l'occurrence la religion musulmane, étaient pointés du doigt. On a des épisodes où les repas au sein de l'équipe de France qui étaient halal à un moment donné vont être supprimés. Enfin, comment cette période... Qu'est-ce que tu pourrais dire sur cette période-là, d'après Naïsna, et la manière dont on a voulu remettre au pas, entre guillemets... et là c'est moi qui le dis, ces enfants d'immigrés ou ces jeunes issus des quartiers populaires. Ça a été une période où il a fallu restaurer l'image de l'équipe de France, qui est quand même un fleuron. Quand vous mettez dans une grande compétition 10, 15, parfois plus millions de personnes, en fait l'équipe de France, c'est un enjeu qui dépasse le cadre du football. C'est aujourd'hui une représentation au niveau international. Vous avez parlé de Kylian Mbappé, de tout temps. Il y a eu des grands joueurs en équipe de France qui étaient un petit peu des ambassadeurs en fait de ce pays, tout simplement. Je pense que chacun d'entre nous ici a déjà voyagé. Vous prenez un taxi à n'importe quel endroit du monde, même le plus reculé, on va vous parler de Kylian Mbappé avant de vous parler d'Emmanuel Macron. Donc je trouve que c'est assez symbolique de la puissance du sport et du football. Maintenant, à l'époque, il y avait une nécessité de restaurer l'image. Donc évidemment sur ce que vous évoquez, sur l'affirmation identitaire, c'est toujours
une question à géométrie variable dans la mesure où on nous parle très souvent de laïcité et on retrouve un petit peu ce côté géométrie variable dans la façon dont on va accepter la laïcité, dont on va la définir aussi. Et en fait, à ce moment-là, l'équipe de France a été une espèce un petit peu de je vais pas dire d'allégorie des problèmes identitaires que rencontrait la France, mais il y avait un petit peu de ça. Qu'est-ce qu'un bon Français ? Comment quelqu'un qui représente la France doit se comporter ? Quelle image doit-il renvoyer ? Et finalement, on supprime un petit peu les spécificités culturelles pour pouvoir essayer de se mettre derrière un cercle de valeurs communes. Je trouve que c'est somme toute un discours qu'on peut transposer à plein d'autres domaines que le sport, mais c'est vrai que on a eu tendance, et on a toujours tendance à le faire, à responsabiliser beaucoup le sport là-dessus parce qu'il a un pouvoir et une force symbolique aussi qui permet de toucher différentes couches de la société, et puis l'aspect rassembleur du sport, parce que là on parle de l'aspect clivant, mais d'un point de vue politique et médiatique aussi, il a aussi un aspect rassembleur qui peut être tout à fait profitable pour ceux qui pourraient en tirer les bénéfices. Donc oui, c'est ça en fait qui fait que à ce moment-là, le football et l'équipe de France de football a été mis en avant, mis en vitrine, avec la vocation d'être un peu ce symbole fédérateur, alors que c'est peut-être quelque chose qui à un moment dépasse ce que sont à la base des sportifs qui mènent une carrière avec plus ou moins l'envie et la responsabilité de s'impliquer sur ces questions-là. Ce qui a été dit est très important, parce que je pense que c'est ça la véritable différence, c'est la phrase qui est de la suppression de certaines spécificités culturelles pour se ranger derrière un socle de valeurs, ce qui est une spécificité française historique, de la laïcité à la française, on doit cacher ce que l'on est jusqu'à un certain degré pour ressembler à une image de la République, ce qui n'existe pas par exemple dans le monde anglo-saxon où les joueurs de foot ont une certaine liberté sur les questions religieuses, il y a les stades anglais qui sont utilisés pour la rupture du jeûne pendant le Ramadan, il y a pas cette question-là, mais c'est effectivement un reflet de la vision de la laïcité à la française. Même si les joueurs à l'étranger peuvent aussi incarner un petit peu cette espèce de surresponsabilité ou de clivage sur les questions identitaires. Je vais prendre deux exemples assez récents. En 2021, l'Angleterre est en finale de l'Euro à Wembley en contexte post-Covid. Et vous avez deux joueurs qui sont Bukayo Saka et Marcus Rashford, je crois, oui, ou Jadon Sancho, je sais plus. Les trois. Qui ratent leur tir au but. Et en fait, on leur a fait endosser une partie de la responsabilité sportive de ce qui était un échec pour l'Angleterre, qui court après un titre international depuis 1966, qui est organisé à domicile. Et c'est pareil, il y a eu un espèce de déferlement médiatique. Marcus Rashford, qui lui est originaire de Manchester, très impliqué socialement, qui est rentré en conflit avec le Premier ministre de l'époque pour imposer des repas gratuits dans les écoles. Il a une fresque à Manchester qui a été vandalisée à l'époque. Un Bukayo Saka qui aujourd'hui est champion d'Angleterre et qui est un peu le symbole de l'Arsenal gagnant. Enfin, à l'époque, il avait 19 ans et pareil, il a été jeté dans la fosse aux lions. Mais je trouvais que ça très symbolique de la responsabilité qu'on fait endosser en fait à trois jeunes issus de l'immigration, de prendre sur leur dos, on va dire, toute la responsabilité de l'échec de l'Angleterre. Et encore plus récemment, vous avez eu en Espagne le cas Lamine Yamal, avec des chants anti-musulmans qui ont été prononcés dans des tribunes lors d'un match de la sélection espagnole. C'est quand même important de le dire parce qu'il joue pour le Barça. Et il peut y avoir, par rapport aux notions de régionalisme en Espagne, de temps en temps, des clivages. Mais là, c'était vraiment un match de la sélection. Et quand vous avez une partie du public qui chante, qui n'est pas musulman, n'est pas qui est musulman n'est pas espagnol. Là aussi, on sent quand même qu'il y a aussi la notion identitaire qui, sur les sélections nationales, est un sujet qui revient dès lors que vous avez une personnalité exposée qui a cette binationalité ou tout du moins cette multiculturalité. Et en fait, justement, en parlant de Lamine Yamal, exemple, quand Barcelone vient de remporter le titre de champion d'Espagne, sur le bus, pour fêter, il avait le drapeau palestinien, ça a fait réagir. Kylian Mbappé, justement, dans une interview pour Vanity Fair, vient de dire que si la France vote pour le Front National, en gros, il s'oppose au Front National, c'est moi, je juge peut-être, le Rassemblement National, il s'oppose à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, le fait que ces joueurs aient des multiples cultures fait qu'en fait leur engagement pose question aussi par rapport à ça, et est-ce que plus globalement, est-ce qu'un joueur doit aussi prendre la parole sur des sujets de société au risque de se couper d'une partie du pays ?
Je pense que beaucoup de joueurs aujourd'hui ont des réticences à se positionner. Un, parce qu'ils ne sont pas forcément à l'aise. Deux, parce qu'ils n'ont pas forcément tous une conscience politique, que ce soit critiquable ou non, ça leur appartient. Et trois, parce qu'en fait, on est dans un milieu qui a une telle exposition médiatique que la moindre petite phrase peut tout de suite vous être reprochée, déchaîner un torrent médiatique, voire même peut-être vous être reproché un peu plus tard dans votre carrière. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de prudence. Moi, je suis interpellé quand même par cette espèce de contradiction d'avoir d'un côté des joueurs à qui on demande d'être des symboles, symboles de tout un tas de principes républicains, de représentation, etc. Mais d'un autre côté, à partir du moment où certains vont se risquer à se positionner, à avoir un avis, à être tout simplement un citoyen parmi tant d'autres, parce que dans l'absolu, un citoyen qui gagne plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plus, a-t-il moins le droit d'avoir un avis sur la société dans laquelle il vit qu'un quelqu'un qui en gagne 1500 ? Je pense que sur le principe, non. Donc après, bien sûr que tout ce qui sortira de la bouche de celui qui est riche, aujourd'hui, ce sera plus audible s'il va être sur des questions sociétales, etc. Mais je veux dire, ça a été reproché à ces joueurs-là. On leur a dit, vous gagnez de l'argent, vous n'avez pas à vous plaindre, vous n'avez pas à vous positionner. Mais d'un autre côté, on veut en faire des symboles. Voilà, symbole d'une certaine France ou d'une France qui doit se conformer peut-être à l'image qu'on veut avoir justement de ces binationaux ou de ces gens qui en fait sont français d'origine pour la plupart, parce que quand on dit binationaux, en fait c'est un terme qui est pas toujours exact. La plupart sont nés en France, de parents qui travaillaient en France et qui ont contribué au système français. Ils ont été à l'école de la République française, dans des structures fédérales françaises, qui ont été révélés pour la plupart dans des clubs français. Donc en fait ce sont des Français avec des origines étrangères. Donc à un moment, il y a aussi ce qui peut rendre un peu schizophrène. On vous demande d'être français, mais d'un autre côté, on va aussi vous demander de pas trop faire de bruit, ni de pas trop vous positionner sur les thématiques de société, alors que pourtant vous êtes censé être un membre à part entière de cette société. Et pour terminer, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien, dans le documentaire, on voit beaucoup Domenech, c'est même le personnage central de ce documentaire. Et ce qui m'intéressait de comprendre avec toi, Tidjani, c'est aussi la méthode de Deschamps et la méthode Domenech. Comment Deschamps a réussi justement à reconstruire une équipe qui est beaucoup plus contrôlée médiatiquement, en fait. Comment il est parvenu à faire en sorte que plus rien ne dépasse, ou presque, il y a pas comme Mbappé ou d'autres, on l'a vu en 2024, où certains joueurs sont positionnés contre l'extrême droite, mais sinon, en gros, il n'y a pas une tête qui dépasse. Déjà, faut avoir bien en conscience que ce sont deux personnages qui n'ont pas du tout la même carte de visite au moment où ils arrivent en poste. C'est-à-dire que Raymond Domenech a été sélectionneur des espoirs, il arrive... je vais pas dire un petit peu par hasard, mais au moment où il est nommé, c'est pas forcément le candidat qui semblait le plus évident. Et surtout, Raymond Domenech, quand on arrive en 2010, l'image de l'équipe de France est écornée. Vous avez l'histoire de 2008 avec la demande en mariage. Oui. Vous avez aussi derrière la main de Thierry Henry. Ça, c'est un épisode dans justement ce clivage médiatique. Ça a contribué à l'image négative de l'équipe de France, donc ça a contribué à ce qu'il y ait un terreau, on va dire... Et une légère différence de traitement entre personnes racisées et personnes blanches, parce que des joueurs blancs qui ont utilisé la main pour marquer un but et pour qualifier leur nation à une phase d'après, ont été glorifiés. Thierry Henry a été lynché médiatiquement dans son propre pays. Bien sûr, même si là je pense qu'il y a aussi une différence de culture avec nous, le français qui est toujours dans le panache, le fair play, la noblesse, et la culture argentine un petit peu plus roublarde, où on peut faire un peu tout ce qu'on veut ou tout ce qu'on peut pour gagner tant que ça reste dans le... Donc il y a ce décalage aussi, mais c'est pas totalement faux. Après, ce que Deschamps lui a incarné quand il est arrivé, déjà, c'est une légitimité qui n'était pas celle de Raymond Domenech, avec tout le respect que je peux avoir pour Raymond Domenech, mais Didier Deschamps avait amené Monaco en finale de Ligue des Champions. Il y avait une légitimité par rapport à son passé de joueur et par rapport au fait qu'il était le capitaine qui avait soulevé la Coupe du Monde en 1998. Je pense qu'il avait aussi plus de soutien dans l'appareil fédéral. Et d'ailleurs, la façon dont il arrive pour prendre la suite de Laurent Blanc, on sent que ça... Il s'est un petit peu imposé quand même sur le poste à ce moment-là. Donc non, il a incarné une forme de rigueur et puis en fait, il a eu des résultats. Il a eu des résultats assez rapidement. 2014,
quart de finale, on va dire, c'est un résultat acceptable pour un retour en Coupe du Monde après ce qu'avait été le fiasco 4 ans après. 2016, finale à la maison. 2018, il gagne. Donc en fait, Didier Deschamps, il a renforcé sa légitimité à la fois d'un point de vue des instances, mais aussi d'un point de vue sportif. Là où Domenech, en fait, il a constamment couru après, parce que même sur 2006 où il fait finale, en fait, il se fait tracter par le retour de Makelele, Thuram, Zidane, qui sont un petit peu ceux qui ont été les vraies locomotives du succès de cette finale de Coupe du Monde en 2006. En tout cas, merci beaucoup Tidjani Mbo d'avoir été avec nous pour faire un peu d'un éclairage sur toute cette histoire Naïsna, sur ce documentaire qu'on peut voir sur Netflix. Beaucoup de gens l'ont déjà vu, beaucoup de gens le commentent. On avait nous aussi envie de donner notre point de vue et d'apporter un peu notre éclairage sur tout ça. Donc merci d'avoir été avec nous.